Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bande Touche, votre troisième numéro de la saison. Durant une petite demi-heure, mes chroniqueurs et moi allons décrypter l'actualité sportive du week-end. Aujourd'hui, il y aura le Flash Info, la chronique anniversaire, le débat, la pépite du week-end. Enfin, on remontera le temps avant le quiz final. Autour de moi, de fidèles acolytes avec Benjamin. Bonjour Manuel. Marc. Bonjour Manuel. Axel. Bonjour Manuel. Et la petite nouvelle dans l'équipe, Juliette. Bonjour Manuel. Les présentations sont maintenant faites. On va pouvoir démarrer avec le désormais fameux Flash Info de Marc-André. L'essentiel de l'actualité sportive en moins de 2 minutes, Marc. En commençant par la Coupe du Monde, et on connaît l'ensemble des quarts de finalistes. Hier soir, lors des derniers huitièmes, le Maroc a réalisé le plus grand exploit de son histoire en éliminant l'Espagne au tir au but. 0-0 à l'issue des prolongations, avant que le gardien marocain Bono n'arrête tous les pénaltys espagnols. C'est la première fois de son histoire que le Maroc rejoint les quarts de finale. L'autre rencontre était beaucoup moins serrée en revanche. Le Portugal a écrasé la Suisse 6-1 et affrontera donc le Maroc lors du prochain match. Les trois autres affiches au programme sont Croatie-Brésil, Pays-Bas-Argentine et bien sûr le tant attendu France-Angleterre samedi à 20h. En top 14, ça se bouscule derrière le Stade Toulousain. Rarement le championnat national n'a été aussi serré. Après 12 journées, seulement 7 points sépare Paris 3e de Pau 12e. Le Stade Toulousain garde la tête du classement après sa large victoire bonifiée face au relégable Perpignan. Paris et le Racing 92 complètent le podium après leurs succès respectifs face à La Rochelle et Toulon. Dans la zone rouge, deux équipes sont à la traîne. Perpignan 13e et le CA Brive ferme la marche. Enfin en basket, l'Asvel continue de couler. 8e défaite en 9 matchs pour le champion de France qui n'y arrive plus du tout cette saison. Les Villeurbanais n'ont eu aucune chance hier soir face à Monaco et s'inclinent de 19 points. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées jeudi dernier dans le cadre de l'Euroleague et là aussi Monaco était sorti vainqueur. La Roca Team prend donc la tête du classement quand l'Asvel n'est que 8e. Deux autres rencontres étaient aussi au programme hier soir. Cholet bat Fos-sur-Mer 73-70 et Roanne écrase les Metropolitans 102-77. Merci Marc pour ce tour d'actualité. On enchaîne avec la chronique anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Aujourd'hui, jeudi 7 décembre, une légende du sport est née et c'est le moment, Axel, pour vous de nous parler d'un monstre du basketball. Un drôle d'oiseau nommé Larry Joe Bird a marqué les esprits de l'NBA des années 80. Considéré comme l'un des plus grands de l'histoire par ses pairs, l'emblématique joueur des Boston Celtics a tout gagné dans sa carrière. 3 fois champion NBA, 3 titres de MVP d'affilée en 84, 85 et 86. Il devient le 3e joueur de l'histoire à obtenir cette distinction de manière consécutive après Bill Russell et Walt Chamberlain. Il obtiendra également 2 titres de MVP des finales ainsi qu'une médaille d'or olympique en 1992 avec la fameuse Dream Team américaine. Mais Larry Bird, ce n'est pas qu'un palmarès bien fourni, c'est aussi un style atypique et ultra complet. Il faut dire qu'il ne pouvait pas forcément tout miser sur son physique, alors Larry trouve d'autres solutions, doté d'une formidable science du placement et d'une remarquable vision de jeu. Il est un robot d'or hors pair ainsi qu'un fabuleux passeur, mais l'homme providentiel des Celtics est surtout un des meilleurs shooters de l'histoire du jeu. Au-delà du joueur, c'est aussi une rivalité qui a tenu en haleine toute une génération. Vous ne faites pas si bien dire, Manuel. Comment ne pas penser à Magic Johnson lorsqu'on évoque Larry Bird ? Les deux protagonistes se sont tirés la bourre pendant près de 10 ans et cette rivalité a commencé très tôt, dès l'université. En 1979, les hommes se rencontrent en finale universitaire, premier affrontement d'une longue série. 8 ans plus tard, en 1987, et pour la 3e fois en 4 ans, Magic et Larry s'affrontent en finale NBA. Après 2 victoires des Celtics, cette dernière danse verra s'imposer les Lakers. Mais cette rivalité aura surtout contribué à remettre sur le devant de la scène la NBA. Délaissée dans les années 70, la Ligue nationale de basket américaine reprendra du souffle dans la décennie suivante pour s'imposer comme un sport majeur du pays. Merci Axel pour ce portrait très complet de Larry Bird. Au-delà du basket, quand on regarde son palmarès et ses moments marquants, c'est même une légende du sport en général. On va tout de suite passer au débat du jour. C'est l'heure du duel. Aucun match de Coupe du Monde aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'en parler. Les quarts de finale sont sortis, ça sera Pays-Bas-Argentine, France-Angleterre, Brésil-Croatie et enfin Maroc-Portugal. L'occasion pour vous, chers chroniqueurs, de nous parler de votre favori à la victoire finale. On a assez eu de matchs, assez de recul pour avoir un avis tranché sur la nation que vous voyez remporter la Coupe du Monde. Comme d'habitude, une petite minute chacun pour exposer ses arguments. On en parle juste après. Qui veut commencer ? Axel, je vous laisse la parole. Pour moi, le meilleur prétendant à la victoire finale, c'est tout simplement le Brésil. Voilà, c'est une nation qui est favorite à chaque édition. C'est une histoire fabuleuse, 5 titres de champion du monde. C'est tout simplement les meilleurs de tous les temps. Et forcément, cette année, ils avaient un statut particulier. Ils sont premiers au classement FIFA, si je ne m'abuse. Voilà, ils ont enchaîné les victoires. Ils ont tout simplement une équipe splendide, avec des joueurs de classe, une attaque
incroyable. Et on l'a vu dans leur dernier match de poule, quand ils mettent l'équipe 2, ça reste une équipe juste magnifique. Et je pense que surtout, un des éléments importants, c'est le retour de Neymar. Il fait un début de saison magnifique. Pour son retour, même un peu blessé, il a quand même fait un très bon match. Et surtout, il est animé par cette envie de gagner cette Coupe du Monde. Il est plus qu'à un but aussi du record de Pelé pour devenir meilleur buteur du Brésil. Et je pense que ce match contre la Croatie, ça va encore bien les préparer. Et ils vont arriver en demi-finale à fond. Et je pense que vraiment, pour moi, ils sont presque imbattables, je pense. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient un statut de favori avant la compétition. Et là, même après la Corée du Sud, on ne voit peut-être personne de plus puissant. En tout cas, ils ont impressionné tout le monde. C'est sûr que face à la Corée du Sud, en première mi-temps, c'est un récital de football. Parce qu'ils sont intouchables, ils ne concèdent pas ou très peu d'occasions. Voilà. Je crois que les seuls tirs que Alisson a subis, ce sont des tirs de loin. Et le gardien de Liverpool a été monstrueux. Donc à ce niveau-là, pas trop de crainte. Et offensivement, c'est une armada. Hein. Ils peuvent littéralement marcher sur l'eau et peut-être sur tout le monde. On est d'accord autour de la table, je pense. Le Brésil est quand même au-dessus dans cette compétition. Benjamin, on va rester avec vous. Vous allez une nouvelle fois crier au Cocorico. Je crie au Cocorico et plus que jamais, puisque je pense vraiment dans les chances de Didier Deschamps d'aller gagner une deuxième étoile consécutive, parce que cette équipe, elle commence à monter en puissance au fur et à mesure. On la voit pas vraiment faiblir au fur et à mesure des matchs. Certes, il y a peut-être 20 minutes par match où on se dit c'est pas très 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 beau, mais au final ça fait quand même le taf. On a un Kylian Mbappé et un Olivier Giroud qui sont tous les deux dans des formes exceptionnelles, que ça soit en club ou en sélection, puisque Kylian Mbappé a marqué 5 buts, Olivier Giroud en a marqué 3. Ce sont, si je me trompe pas, deux des 5 meilleurs marqueurs pour l'instant de la Coupe du Monde, parce qu'il y en a beaucoup à égalité. Derrière, elle allie expérience et jeunesse avec Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphaël Varane ou encore Rabiot, qui sont des leaders de vestiaire. On a notamment aussi des talents à l'état pur comme Tchouaméni ou encore Dembélé. Et puis il ne faut pas oublier aussi que sur les 24 dernières années, enfin de base c'était 20 ans, mais bon, on peut rajouter les 4 petites années, c'est la meilleure équipe tout simplement au monde, avec 2 titres de champion du monde, un titre à l'Euro, une finale à l'Euro et une victoire aussi en Ligue des Nations. Un petit peu anecdotique mais qui a le mérite d'exister. Donc c'est quand même pas mal de le dire. Oui, je pense que les Bleus pourront aller battre tout le monde pour aller chercher une deuxième victoire. Ce qui serait marrant aussi avec le Brésil d'Axel, quand le roi Pelé est en très très grande difficulté, et étant donné que c'est l'un des seuls qui a réussi à faire le doublé consécutivement, ce serait marrant que Mbappé cette année puisse le faire. C'est vrai que ce serait exceptionnel. Les individualités de la France sont très très fortes, mais dans le jeu, est-ce que c'est vraiment si fort que ça par rapport à d'autres nations ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Je sais pas si par rapport à d'autres nations c'est fort, mais moi je trouve qu'en termes de jeu, c'est peut-être la meilleure équipe de France que j'ai jamais vue. Parce qu'il y a 4 ans, on gagne la Coupe du Monde, mais on peut pas dire que dans le jeu on était flamboyant. Mais là, je trouve une vraie cohérence dans notre jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. Et on a une cohérence qui est ponctuée par un Kylian Mbappé juste exceptionnel, qui est sans doute le meilleur joueur du monde actuellement. Donc ouais, moi je pense que la France a de vraies chances. On est bien d'accord, faudra faire gaffe avec l'Angleterre, parce que Kyle Walker sur le côté d'Mbappé, ça garantit rien de bon. Juliette, c'est à vous. Quel est votre favori ? Alors moi, je mets une petite pièce sur le Maroc. C'est la grande surprise de cette Coupe du Monde. C'est la première fois que le pays se qualifie pour les quarts de finale. Avec sa victoire au tir au but contre l'Espagne, l'outsider de cette compétition ne s'empêche plus de rêver. Ils peuvent compter sur une charnière centrale et un gardien solide, des latéraux de talent, mais aussi des joueurs offensifs inarrêtables. Mais c'est surtout sur Sofiane Amrabat, qui était sur tous les ballons contre l'Espagne. Il était tout simplement impassable. Pour moi, ils n'ont pas la pression du résultat comme peuvent l'avoir les autres équipes comme la France, le Brésil. Ils ont tout un peuple derrière eux, ils représentent toute l'Afrique entière. Donc à mon avis, l'insouciance de cette équipe fait pour moi leur plus grande qualité. C'est vrai que c'est la seule équipe qu'on ne voyait pas à ce niveau-là, mais entre la phase de groupe et son match contre l'Espagne, ils sont vraiment impressionnants. Et équipe qui n'a pas pris le moindre but en plus en 4 matchs, d'autant plus qu'ils ont fait une séance de penalty où ils n'ont pas pris de but non plus. Donc vraiment une très belle solidité. Et devant Bouffal, Ziyech et compagnie, c'est classe mondiale, tout simplement. Pourquoi s'empêcher de rêver, justement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes qui ont critiqué le jeu du Maroc face à l'Espagne, mais bon, face à une équipe qui a 80% de possession de balle et que vous êtes le Maroc, vous pouvez pas faire grand-chose. On est d'accord ? Oui, de toute façon, peu importe qui l'Espagne affronte, ils leur confisquent le ballon. Exactement. Ils jouent à la baballe et puis pour au final perdre. Donc je trouve que le Maroc a joué son jeu, et puis s'ils le font jusqu'au bout, pourquoi pas ?
Tout à fait. Marc, on va finir avec vous. Quel est votre favori pour la victoire finale? Mais une équipe à l'accent portugais aussi, comme mon collègue. Mais le Portugal, cette fois-ci, qui pour moi a l'effectif le plus talentueux de la compétition. Jamais les Portugais n'ont eu autant de joueurs talentueux à chaque poste dans la sélection. Les petits nouveaux, on le voit, se sont parfaitement intégrés dans le collectif et Fernando Santos leur accorde toute sa confiance, à l'image de Ricardo Horta ou Gonzalo Ramos, qui ont tous les deux été décisifs dans les matchs contre la Suisse et contre la Corée. D'autres qui n'étaient pas en forme avant le mondial, comme Bruno Fernandes, et sur qui on avait beaucoup de doutes, se sont réveillés. Et Bruno Fernandes, entre autres, fait un superbe mondial. Et puis, même s'il était sur le banc hier, et puis c'est un peu triste d'ailleurs, les Portugais savent que c'est peut-être la dernière Coupe du Monde de Cristiano, et nul doute que tous les joueurs vont se mobiliser à ses côtés pour essayer d'enfin gagner ce trophée mondial. Tout à fait, le Portugal qui a été impressionnant avec un Cristiano Ronaldo sur le banc, c'est ce qui peut faire peur aux autres nations, Benjamin. Bah ouais, le Portugal forcément est une nation qui a impressionné, notamment face à la Suisse. Planter 6 buts, ça nous rappelle un petit triste souvenir pour le Brésil. Encore une fois, désolé Axel, hein, mais et Je vais voilà. en parler. C'est sûr que je pense que certains Portugais sont en mission. Je pense à Ronaldo, même si il était sur le banc hier. Il est en mission, c'est son dernier mondial. Il veut vraiment tout faire pour faire en sorte que son pays gagne la première étoile. Donc ce sera forcément des clients à suivre pour le reste de la compétition. Axel, le Portugal par rapport aux autres nations? Ouais, je pense qu'ils ont une vraie chance et moi j'ai été aussi surtout frappé par Gonzalo Ramos qui est arrivé, premier match en 8ème, il nous cale un triplé. Donc si on a un Gonzalo Ramos qui garde cette forme jusqu'à la fin de la compétition et qui marque tout le temps des triplés, à mon avis, on va se méfier. C'est vrai, en vrai, il y a beaucoup de favoris en fait quand on voit les quarts de finale. Non mais c'est vrai, mais personne n'a parlé de l'Argentine. Est-ce qu'on pense qu'ils iront pas au bout? Parce que vous parliez de l'équipe du Portugal derrière Cristiano Ronaldo, l'équipe de l'Argentine est quand même tous derrière Messi pour essayer d'aller lui chercher ce titre mondial. Il y a plus de faiblesses et il y a moins d'excellents joueurs, je trouve, qu'au Portugal par exemple. Défensivement, c'est beaucoup plus compliqué l'Argentine. Même si c'est la dernière de Messi. Messi est impressionnant sur cette Coupe du Monde. La défense est quand même solide, je trouve. Pour moi, malheureusement, ils n'ont pas une défense suffisante pour gagner la Coupe du Monde. On a pu voir contre l'Arabie Saoudite, ça tient pas la route. Même contre des petites équipes comme ça passe pas. Donc je les vois pas aller loin. Merci Juliette, merci messieurs pour ce débat complet qui permettra sûrement aux auditeurs d'y voir un peu plus clair sur les équipes encore en lice dans ce mondial. On continue cette émission avec la pépite. La pépite, c'est quoi? C'est tout simplement la sportive féminine du week-end. Elle n'a pas marqué, mais ne cesse de nous éblouir, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France. Juliette, de qui allez-vous nous parler? Eh bien, je vais vous parler de Kadi Diatou Diani. Actuelle capitaine du PSG féminin, elle est la joueuse du moment. La Française est la meilleure buteuse de D1 Arkema avec 8 réalisations. Avec l'absence de sa compère d'attaque Marie-Antoinette Katoto blessée, la joueuse a pris les rênes de l'équipe parisienne. Aussi importante dans le jeu que dans le vestiaire, l'ailière réalise son meilleur début de saison depuis qu'elle est à Paris. Après avoir remporté le premier championnat de son histoire en 2021, le club francilien en veut plus. L'objectif principal, la Ligue des Champions. Et pour cela, il faudra une Diani à son meilleur niveau. En fin de contrat en juin 2023, le PSG compte bien prolonger sa buteuse star. Mais Kadi à la cote sur le marché des transferts, Lyon ou encore Portland était déjà intéressé par la joueuse les années passées. Et une passion pour le foot qui vient de sa plus tendre enfance. Et oui, originaire d'Évry-sur-Seine, la jeune femme de 27 ans a fait ses débuts à 10 ans dans le club de sa ville. Kadi est alors la seule fille de son équipe, ce qui ne ravit pas vraiment ses parents. Mais son talent et sa combativité font d'eux ses fans numéro 1 aujourd'hui. Très en vue dans son club de l'ES Vitry, la droitière est sélectionnée pour entrer au Centre national de formation de Clairefontaine. À 15 ans, elle signe au club de Juvisy, alors en D1. Les choses sérieuses commencent pour la jeune joueuse. Diani n'a eu Dieu que pour le ballon rond et ne cesse de progresser. En 2015, elle accomplit son rêve lorsque le PSG offre à Juvisy de racheter ses 2 dernières années de contrat. Elle entre alors dans une nouvelle dimension en devenant professionnelle. Et avec l'équipe de France aussi, l'attaquante excelle. En sélection nationale, Diani est aussi une joueuse très importante. Elle obtient sa première sélection en 2014. Aujourd'hui, elle n'en compte pas moins de 74. Véritable leader, elle a été la meilleure joueuse pendant l'Euro 2022. Buteuse en demi-finale contre l'Allemagne, cela ne sera pas suffisant et les Bleus seront éliminés. Un trophée en sélection, c'est son rêve.
Après en avoir remporté avec le PSG, c'est tout ce qui lui manque. Merci Juliette pour cet éloge mérité de Kadi Diatou-Diani. On enchaîne tout de suite avec vous, Benjamin. Vendredi aura lieu à 20h un intéressant Pays-Bas-Argentine. Ça vous a rappelé un souvenir, Benjamin? Un autre grand Pays-Bas-Argentine. Quel souvenir, mesdames et messieurs, fermez les yeux et laissez-vous transporter. 25 juin 1978, Stadio Monumentale, il est 15h à Buenos Aires et la finale de la 11e édition de la Coupe du Monde démarre. 2 équipes, 22 joueurs pour aller chercher le Graal. Les Argentins, emmenés par un Mario Kempes des grands jours, il marquera d'ailleurs 2 buts et délivrera une passe décisive, s'en iront gagner leur première Coupe du Monde en leur portant 3-1. À domicile, devant plus de 71 000 spectateurs, les Ciels et Blancs célèbrent le titre le plus prestigieux du monde. Une célébration dans un contexte plus que macabre. Oui, une célébration certes, mais qui passe mal dans le monde du football. Déjà, la légende du foot néerlandais Johan Cruyff est absent du mondial. La raison, on ne la connaît toujours pas. 2 hypothèses se confrontent. Premièrement, la légende barcelonaise se serait fait kidnapper peu de temps avant la compétition. La seconde, c'est qu'il serait totalement opposé à l'idée de disputer une Coupe du Monde dans le régime dictatorial de Videla. Oui, la Coupe du Monde 1978 reste célèbre pour son contexte. L'Argentine connaît un coup d'État en 1976 et c'est Jorge Rafael Videla, alors général dans l'armée, qui prend le pouvoir. S'ensuit alors 5 ans de répression, de peur, de crimes contre l'humanité, 30 000 disparus, 15 000 personnes fusillées, près de 500 bébés enlevés à des membres de l'opposition du pouvoir. Le constat de ce régime est tout simplement effrayant. Au vu de tout cela et des matchs suspicieux à l'image de la rencontre entre les locaux et le Pérou, à l'image du mondial de 1934 sous Mussolini, le mondial 78 restera dans l'histoire pour ce qui s'est passé en dehors du terrain. Merci Ben pour ce souvenir d'une Coupe du Monde qui aura marqué le football. On va finir cette émission avec le tant redouté quiz. Le quiz, c'est très simple, une question, une réponse. Je compte les points cette fois-ci. On commence tout de suite avec la première question. Qui LeBron James a dépassé au classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA? Oui, Benjamin. Michael Jordan? Non. Russell Westbrook. Non. Scottie Pippen. non, vous n'étiez pas sûr de vous sur cette réponse. Julia, tu as une idée ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Et ben c'est Magic Johnson, vous en avez parlé, Axel. oui. C'est dingue. Ah, mais Il a dépassé Magic Johnson à la 6e position dans une saison où le King va peut-être devenir le scoreur le plus prolifique de l'histoire. Sans doute. Il se permet de dépasser une légende de la passe. Encore une preuve de ça. Polyvalence, deuxième question. Je vous attends quand même un petit peu plus au tournant, messieurs, dames. Quelle équipe est la meilleure défense de ce mondial? En football, on est Benjamin. Le Maroc? Tout à fait, effectivement. Oui. Ah oui, On en a fallait parlé. lever la main. On Fallait en a lever la parlé, main plus vite. forcément. Vous êtes hyper réactif. C'est le Maroc avec un seul but encaissé d'ailleurs contre le Canada. Ils gagnent 2-1, donc ils en ont quand même encaissé un. Séance de tir au but comprise. Le gardien Bono a arrêté 2 pénaltys. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Troisième question et dernière question de ce quiz. Qui est le meilleur marqueur du top 14 cette saison? Nous sommes en rugby, évidemment. Ali Vireti-Raka. Non, Damien Penaud. non plus. Tentative de Benjamin peut-être. Jalibert? Non plus. Juliette. C'est un Français. Germain? Exactement, Juliette, bravo. Bon, ça a triché ou pas? Franchement. Non mais attendez, on peut le dire, on peut tous dire Ouais, ici. c'est Gaëtan Germain. C'est Gaëtan Ouais, Germain. bah, je l'ai aperçu, mais je l'ai pas dit tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Donc ça Ouais. regarde mes notes de manière Ouais, mais frauduleuse, au moins, je l'ai d'accord. pas dit. C'est Gaëtan Germain évidemment Quelque de chose. l'Aviron Bayonnais. L'arrière de 32 ans a marqué 3 essais, 30 pénalités et 14 transformations depuis le début de saison. Réalisateur, donc pas marqueur. Eh oui, marqueur de points. Il faut dire réalisateur. Marqueur, c'est en nombre d'essais, Mais Manuel. c'était un piège, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous Ouais, dise? d'accord. Gaëtan Germain qui est blessé malheureusement, donc qui se fera dépasser C'est incessamment vrai, sous peu. on espère embrasse. qu'il reviendra très vite. C'est la fin de ce quiz qui marque la fin de cette émission. Merci à vous de m'avoir accompagné en plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Spotify. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à vous.